All right. Yes. On est là, on tourne, c'est parti. Premièrement, bienvenue à tout le monde. Écoute, je pense que c'est le podcast le plus demandé depuis que j'ai commencé les podcasts. C'est le podcast le plus demandé. Attendez, peut-être pas les invités, mais le sujet, c'est le plus demandé. Et vu que c'était le sujet le plus demandé, je me suis dit qui je pourrais avoir pour le sujet de l'immobilier avec moi. Puis honnêtement, les premières personnes qui m'ont venu en tête, c'est vous deux. Puis avant de les introduire, juste pour vous dire un peu avec qui j'ai l'honneur d'être en présence aujourd'hui, puis je vais beurrer ça, mais c'est parce que c'est la réalité. Puis premièrement, j'ai la chance de les appeler des amis. Et non seulement ça, c'est que c'est devenu des pères de famille que j'ai pu voir grandir dans les dernières années. Je suis en présence de Vincent et Kevin de Engel & Volkers, des agents immobiliers qui écoutent. On en jasait juste avant de venir sur la caméra, sont pas loin de frapper le milliard. Ils vont le faire cette année, le milliard en transactions. Et j'ai bien dit le milliard avec un B pour billions de transactions depuis leur carrière, qui est leur très jeune carrière dans le milieu de l'immobilier. Puis pas juste ça, ils ont bâti aussi une clientèle incroyable depuis les dernières années. Ils sont devenus des leaders dans le domaine de l'immobilier de luxe au Québec. Puis je suis vraiment fier d'accueillir avec moi Vincent Piquet. Salut les boys, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. On comprend pourquoi ça s'appelle le Hype Podcast. Exact, je crée du hype avec vous autres, mais les gars, je suis vraiment excité de vous avoir. Puis, pourquoi que dans le fond, c'était vraiment demandé le podcast de l'immobilier, deux choses, l'investissement immobilier, je sais qu'on va en parler parce que vous êtes des investisseurs dans le domaine de l'immobilier, mais je crois que c'est la profession dans les 2 dernières années, une des professions dans les 2 dernières années qu'on a eu une croissance phénoménale. Je me souviens quand le COVID a commencé puis que l'immobilier a commencé à augmenter de telle façon, on dirait que c'était la nouvelle façon de la ruer vers l'or. C'était comme deviens agent immobilier puis t'es sûr de faire de l'argent. C'est garanti, tu sais. Ce qui est malheureusement pas le cas. Il y a des heures de travail là-dedans. Puis c'est un peu, les boys, avec quoi je veux commencer? Dans le fond, votre début de carrière, quand vous avez commencé, est-ce que, premièrement, l'endroit où vous êtes en ce moment, c'était dans vos buts quand vous avez commencé de dire « je vais vendre de l'immobilier de luxe au Québec » puis d'avoir la notoriété que là, vous avez été capable d'aller chercher? Est-ce que c'est un but tout de suite en partant quand vous avez commencé? Ben, je pense que oui pour les deux. Puis nous, on a commencé à la même place. C'est là qu'on s'est rencontrés. On était dans une équipe. Moi, ça va faire 12 ans que je suis courtier. Toi, ça fait 10 ans. Fait qu'on travaillait dans la même équipe. Puis, tu sais, on a vu rapidement, on collaborait avec tout le monde. C'est quand même une grosse équipe. Puis, on a vu rapidement qu'on se rejoignait là-dessus. Hein, je vais parler. Regarde la broche. C'est bon. On se rejoignait là-dessus. Fait que oui, c'était là qu'on se voyait, mais c'est sûr qu'il y a des étapes avant de se rendre là. Tu sais, même les agences haut de gamme, habituellement, ils ne prennent pas de gens qui sortent de l'école. Il faut que tu ailles quand même accumuler une certaine expérience. Autant, je me rappelle la première entrevue qu'on avait eue dans une agence haut de gamme. La première question qu'ils disaient, c'est donne-moi ton code, je vais aller voir c'est quoi les transactions que tu as faites. C'est pas compliqué, tu peux pas mentir. Non. Pas de bullshit, c'est quoi le nombre de transactions, c'est quoi le volume que tu as fait, es-tu rendu là dans ta carrière? Mais ouais, tout ça pour dire que oui, c'était vraiment notre but, mais on connaissait les étapes aussi pour ça. On savait que ça allait pas. Je pense que ça s'est fait un peu indirectement. On regardait un peu les propriétés lesquelles on pouvait solliciter, puis ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Mais, tu l'as dit tantôt. C'est un sujet qui vous était demandé parce que l'immobilier, ça intéresse beaucoup de monde. Que ce soit les maisons haut de gamme, l'architecture, le design ou le côté investissement, ça touche la vie de tout le monde. Tout le monde se loge quelque part. Puis ben, c'est sûr que les maisons de luxe, il y a un certain, pas un mystère, mais il y a toujours, c'est pas accessible à tout le monde. Puis il y a un certain wow factor relié à ça. On le voit, dans tous les médias, il y a souvent des articles sur les propriétés haut de gamme, que ce soit au Québec ou ailleurs. Puis on veut voir ça a l'air de quoi. Puis, dans le fond, si je me replonge justement au début de... Premièrement, vous êtes rencontrés à une agence que vous travaillez ensemble. Fait avant toute chose de vous rencontrer, chacun de votre bord, le fait de pouvoir vous rendre... Est-ce que vous êtes rencontrés à l'agence immobilière de haut de gamme? Ensemble ou non à une autre agence avant? C'est une autre agence. OK, parfait. Fait que c'est parfait. Ça va fast-forward à ce que je voulais demander. C'est, est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait pour que, justement, quand il dit « donne-moi ton code », comment vous êtes fait pour vous rendre là? Puis c'est quoi les étapes que vous avez faites? J'imagine que quand tu commences agent immobilier, là, à part, oui, avoir une bannière peut-être, j'imagine qu'il faut que tu prennes le téléphone. Puis c'est quoi les premières étapes que vous avez faites? Ouais, tu sais, on a quand même des bons souvenirs de ça parce que c'est un long processus. T'sais, on peut penser que, surtout, comme tu as dit, dans les dernières années, tout s'est fait vite.
Puis l'argent, tu avais l'impression que ça se faisait facilement, mais c'est pas la réalité. Quand on a commencé, moi et Kev, on s'est rencontrés à une des premières agences, qui est le groupe Macaire. On s'est rencontrés là. Puis les deux, on avait cette aspiration-là à réussir. Puis je te dirais que notre porte d'entrée a été par la sollicitation. On appelait des expirés. Des mandats des contrats des maisons qui ne s'étaient pas vendues, tout simplement. Fait qu'on choisissait dans cette liste-là qui on appelait. Puis, je veux dire, t'es pas tout seul à appeler non plus. Fait que non seulement c'est tough, mais c'est tough aussi quand tu fais la job d'appeler des gens puis de leur offrir tes services. Mais c'est ça aussi le move, dans le sens que si tu veux vendre des propriétés haut de gamme, il faut que tu diriges tes efforts vers des propriétés haut de gamme. Tes résultats vont être le suivi de ce que tu as fait. Fait que si on se dit, OK, ben nous, notre background au début, puis je vais le mentionner, on était au groupe Macaire, c'est François Macaire, d'ailleurs, là-bas, qui nous a formés. Ça a été vraiment bonne école. Solide. Ouais, puis on les réfère quand même à tous les gens qui rentrent. C'est une très bonne école, puis c'est là que tu vas chercher pas mal J'ai d'années passé quand même plusieurs années là, puis ça nous a vraiment bâti, puis ça nous a bâti l'aspect sollicitation-appel, qui n'est pas la chose la plus fun, mais tu le sais, en vente, c'est un atout majeur. Parce que quand tu commences, tu n'as pas 50, 100 000 de budget de publicité par année, tu n'as pas nécessairement les ressources pour faire ça. Fait qu'il faut que tu fasses des trucs toi-même qui ne coûtent pas d'argent. Fait que c'est pas mal ça la solution. C'est soit tu vas cogner aux portes, soit tu fais des appels. Fait que bref, nous, on s'est dit, tant qu'à faire, on faisait 50 appels par jour. Mais au lieu de les faire sur des maisons entrée de gamme, on va les faire sur des maisons haut de gamme. On va avoir moins de résultats parce que tu as plus de résistance. Les gens sont un petit peu plus piqués, c'est un moins gros. Vous aviez quel âge, les gars? C'était effrayant. J'avais 19 ans. Écoute, je me souviens, j'avais des listes. Parce que là, il faut que tu sortes ces numéros-là. Tu t'appelles des Maurice, des Luc, des Ginette, puis rien contre les Maurice, les Luc et les Ginette, c'est eux qui avaient les grosses maisons. Mais je veux dire, t'es jeune, puis t'appelles des gens qui ont plus d'expérience de vie. Et eux, ils ont de l'expérience. C'était quoi votre pitch? Ben, tu sais, honnêtement, je vais te le dire, déjà, on sort des numéros. Je me rappelle, un soir, je l'ai appelé après ces appels-là. J'ai genre 150 numéros. Là, je vois la liste, je monte. Puis, tu sais, je vois comme je m'étais gardé le 3 millions là, en dernier appel. Puis, là, un moment donné, ça répondait pas au début. Je disais, tu sais quoi, je suis tanné, là. Fuck that, j'appelle en haut tout de suite. Turns out qu'il répond on the spot, puis on se met à jaser. Puis, le speech, c'était pas, j'avais pas de quoi de prédéfini, de dire je veux te vendre ça. C'était juste. Check, je suis intéressé, puis je sais qu'on peut faire de la business. Rencontre-nous. Puis je l'ai laissé jaser. Ça a donné qu'il a ouvert la porte à une rencontre. Belle maison, écoute, dans les 2,5 millions. Je l'appelle après, je dis, écoute, un rendez-vous, il faut se rencontrer là. Fait que ça a commencé de même. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis on a eu des opportunités qui se sont créées. On a eu la chance à certains endroits. On a créé cette chance-là, mais on a eu l'opportunité d'avoir des rendez-vous. Puis ça s'est fait petit à petit. Tu builds beaucoup avec ce que tu fais, dans le sens que au début, la première vente haut de gamme que tu fais, tu t'arranges pour vraiment la spinner. Là. Tu fais des pubs, t'en parles. Fait que tu utilises beaucoup ça pour faire ta deuxième, ta troisième. Puis là, à un moment donné, quand tu es rendu à 10, 20, 30, 50, bien là, tu l'as le background, tu l'as l'expérience, tu l'as l'historique. Mais nous, on a beaucoup utilisé chaque petit pas qu'on faisait dans cette direction-là pour nous aider à justement avoir le deuxième contrat. Avez-vous déjà vendu ça? Oui, voici cela, on vient de la vendre. Puis, j'ai une question pour vous, les gars. Tu sais, le monde qui nous écoute en ce moment, mettons, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui viennent de commencer dans les dernières années, mais mettons la première personne avec laquelle que vous asseyez, là, qui est ce premier client-là, là, que tu t'appelles Vincent, puis tu dis, écoute, on a un listing peut-être de 2,5. Mais quand tu t'assois avec, puis que tu le sais que veut pas, à un moment donné, vous demandez, hey, les boys, c'est quoi votre expérience? Sur quel point, dans le fond, vous avez pas joué, mais que vous avez été transparent ou honnête avec le gars pour que le gars il dise, hey, tu sais quoi, moi je fais confiance à ces deux jeunes-là qui ont peut-être pas vendu de la maison de luxe avant. Sur quoi est-ce que vous vous souvenez de cette conversation-là ou sur quoi que vous avez pesé pour que tu es capable d'avoir? Parce que si je me transporte de OK, je suis prêt à faire les appels, je suis prêt à mettre les heures, mais quand je vais m'asseoir devant Luc puis que Luc il va me dire OK, mais c'est quoi, as-tu de l'expérience de vente? Il y a tellement de compétition quand même dans votre domaine. C'est sur quoi que vous avez pesé, que vous vous souvenez peut-être? Qu'est-ce qui vous a démarqué des autres? Moi, il y a deux choses qui me viennent en tête. Là. Ben, first, d'être vraiment honnête, transparent avec cette personne-là, parce que la bullshit va paraître quand même assez rapidement. Pour être transparent, dans notre entrevue, on l'a pas eu le premier. Ah ouais? C'est ça, parlant de transparence, on s'est fait mais non, mais tu sais, overall, ça a bien été, mais il y aurait ça, d'être vraiment transparent, mais aussi de pousser sur ce que tu peux apporter. On l'oublie, là, tu n'as pas le background de vente, pousse sur autre chose. Je sais que ça sonne cliché, mais cette personne-là qui est en face de toi, il veut savoir qu'il était confiant au moins dans cette démarche-là. Après, si tu n'as pas le premier, ben, tu build up là-dessus. C'est juste de ne pas lâcher. Le prochain va te donner ta chance. Ça va ça te rend à l'aise, pareil. Tu sais, quand tu sors du premier... Puis pour vrai, mettons celle-là, je sais exactement de quelle tu parles. C'est une super belle maison. Tu es super nice avec nous, mais sa réponse a été, je vous aime bien, mais
En fait, rendu là. Ouais, c'est ça. Ça a été une bonne expérience, pareil, parce qu'on a vu comment le rendez-vous a été, puis malgré certaines lacunes, dans le sens qu'on n'avait pas tout l'historique ou l'expérience requis nécessairement pour être engagé comme ça, ben, ça a bien été, il nous a considérés, ça nous a donné pas mal de confiance. On le salue d'ailleurs, 1 milliard de transactions bientôt. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, justement, je le vois, je me retransporte à ce rendez-vous-là, puis je me dis, my God, nous, on disait comme, on a comme 80% de chance de l'avoir, mais aujourd'hui, on s'assoit avec du monde, puis on a réalisé 1000 transactions, ça fait plus de 10 ans qu'on est courtier. Ouais. Amène un nouveau, disons, à côté de nous, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Mais je le voyais pas tant, puis, ça. À quel point, les gars, j'en parle des fois souvent, mais à quel point on a tendance à regarder le résultat actuel puis pas regarder les années derrière, dans le fond, du travail qui a été fait. Fait que, tu sais, là, je regarde le succès, puis je suis comme, ils vont faire 1 milliard en transactions cette année, mais qu'on regarde pas justement tous les appels, les soirées à passer à travers les noms, les numéros de téléphone, à faire dire non. Est-ce que puis ça a été, j'imagine, un gros point jusqu'à temps que, tu sais, je vais l'appeler le momentum, mais jusqu'à temps que Kev et Vince pognent le momentum, puis que là, la courbe, elle s'en vienne, que ça devient de plus en plus facile parce que tu as un track record, tu as une histoire derrière toi. Est-ce que vous vous souvenez de ces moments-là? Y a-t-il des soirées que vous avez dit, man, je pense qu'on est mieux de retourner vers plus bas ou sinon de quit? Genre? Je pense qu'il va s'en souvenir. Là, on était dans les bureaux de son père. C'était mon père avait des bureaux, on avait comme sous-loué une partie parce qu'il y avait une pièce qui n'avait pas besoin, puis on avait genre des bureaux en coin gris, ils étaient déjà là. Je dis, je vais pogner, on ne commencera pas à s'acheter du stock, là, on ne sait même pas si on va. On était dans le Vieux-Montréal, c'est juste ça. On était dans nice, par exemple. On nous disait notre adresse pas mal parce que ça faisait un certain prestige, mais. Mais ouais, non, tiens, écoute, on s'est installé, c'était bien, mais c'était. Mais tu sais, la première, mettons, quand on a commencé là, on s'est dit, check, à chaque jour, les deux, on était quand même forts sur le téléphone. Puis pour te replacer peut-être dans le temps, on venait de faire une transition, puis c'était une transition qui était comme majeure. On venait de passer du groupe Mackay, puis on switchait vers une agence haut de gamme. Mm-hmm. Mais on était on your own. Là. Je veux dire, t'es tout seul, tu génères tes leads tout seul, il n'y a plus personne qui te file, t'es un grand garçon maintenant. Fait que là, c'est comme. Moi, je m'étais mis un montant, mettons, de côté, puis on n'avait pas tant de ressources. Là. Je m'étais mis un montant X, je me suis dit, quand ça c'est brûlé, genre, retourne d'où j'étais. Puis, autre contexte, je suis content qu'il ne m'en ait pas parlé parce que mon montant, c'était moins 20 000. J'étais à moins 20 000. Mon montant, il était pour nous deux. Là. Moi, je couvrais le tout. C'était ça l'entente. Wow. Puis, pour répondre à ta question, les premières soirées, on s'était littéralement dit, check, on est quand même bon sur le téléphone, les deux, on sait quoi faire. On ne part pas du bureau tant qu'on n'a pas un rendez-vous par jour. Wow. Fait que c'était un objectif qui était difficile, mais réaliste si on avait, tu sais, c'est comment la vente quand même, c'est un numbers game aussi. Fait qu'on s'est dit, regarde, si on est prêt à s'asseoir 6 heures, 8 heures, 12 heures par jour ici, c'est impossible que en rejoignant 100 personnes, tu sais, le rendez-vous n'est pas obligé de mener à un contrat, mais au moins, tu sais, c'est la première étape. Puis, tu sais, là, il faut juste, une petite parenthèse, on se replace dans le temps. Et je sais qu'aujourd'hui, la réalité est différente parce que les numéros de téléphone étaient plus accessibles. On en faisait, puis c'était, tu sais, le monde répondait plus qu'aujourd'hui. Mais oui, on passait des soirées à faire ça. Puis, il y a des belles histoires qui sont sorties de là. Je me souviens d'un condo à Outremont. Ouais. Écoute, comme je te dis, on avait énormément de pression. Kev en avait aussi. Il checkait ça dans sa tête. OK, on a tant de mois. J'étais comme, OK, let's go. Chaque petit win que tu as, tu bâtis là-dessus puis tu continues. Puis aujourd'hui, ça fait même plus partie de notre modèle d'affaires. Les appels, on n'en fait plus du tout. Ouais. Mais j'aime ça en parler quand même parce que ça a été vraiment la base de ce qu'on a fait avant de prendre du momentum, que là, les gens viennent plus vers nous. On fait aussi des démarches, mais on a une grosse proportion que c'est les gens qui viennent vers nous. Mais je trouve que c'est vraiment non négligeable. Puis ça me fait penser les wins que vous faites. J'entendais justement dernièrement que le but, c'est pas de faire un coup de circuit, right, mais d'accumuler les petites victoires, puis à un moment donné, ça devient des grosses victoires. Fait que ça, je suis content de voir ça. Puis est-ce que vous vous souvenez la première grosse transaction que vous avez faite, que vous avez notariée, puis que vous avez passée, puis que tu as dit, OK, ça, c'est real, là, ça se passe, on a vraiment une chance de... C'est quand le moment que vous vous êtes dit à un moment donné, OK, là, on commence à prendre l'attraction, on a fait nos premières grosses transactions, ça se passe. Si on met de l'effort et qu'on met la pédale au fond, on a des chances d'amener ça à un autre niveau. C'est long, par exemple. Il y en a une en tête, là, que je suis sûr qu'on va passer à la même, mais je trouve qu'on a quand même pogné un certain momentum dès le début. Puis c'était pas nécessairement une immense, mais dès qu'on a fait des transactions, mettons, en haut d'1 million, première, deuxième, troisième, je pense que ça en a pas pris moins de 10 que là, on commençait à s'en faire parler beaucoup. Puis on commençait à pouvoir les utiliser aussi. Fait que veut pas, les clients qui nous contactaient, on en parlait, mais
La confiance, elle vient plus facilement, plus rapidement. Je me souviens, il y a 4-5 ans, sur Facebook, transaction de nanana, Vincent Kev, il y a genre 300 commentaires, félicitations, wow, puis tout, c'est sûr que ça aide. Là, sérieux, on a tellement utilisé nos résultats pour bâtir cette notoriété ou cette image-là, puis même ma blonde, des fois, elle n'aimait pas trop ça. Je trouvais que ça faisait un peu fraîchi, mais j'étais flashy, puis j'étais comme, non, mais tu sais, j'ai pas le choix de montrer ce que je fais, c'est ça qui me donne la crédibilité pour la suite. Fait qu'on dirait que vu que les gens ne nous voyaient pas avant dans ce créneau-là, dès qu'on est rentré dedans, on a quand même eu une certaine... Puis, je te dirais, là, pour le réseau, mettons, hors de nos amis et connaissances, on avait vendu une maison de 2,5 millions à Candiac sur le bord du Golfe. C'était pas juste le prix de la transaction. Un retour, ça fait quoi? C'est en 2016. Fait que ça fait longtemps. 5 millions aujourd'hui. En fait, elle s'est vendue 5 millions sur l'année. Exactement. Tu connais tes affaires. Puis, non seulement l'envergure de la transaction, mais le style de la maison, c'était vraiment un immense château. Puis ça avait été publié dans les journaux. Il y avait eu des articles, pas une pub que nous, on avait acheté un petit carré, mais il y a eu des articles. Puis ça a vraiment fait le tour. Ça nous a donné un gros push. On parle de beaux moments. Puis ça, je trouve que c'est un beau mix entre... On commençait à prendre notre momentum, mais en parallèle, cette personne-là nous a fait confiance aussi. Parce que... Je veux dire, on n'avait pas les chiffres qu'on a aujourd'hui non plus. Là. Fait que, je veux dire, c'était un beau mix entre on gagnait en expérience, puis quelqu'un nous a donné notre chance. Ouais, fait que, pour revenir un peu sur ta question, c'était quoi votre pitch? Ben, c'est de montrer tes forces, pas mentir sur tes faiblesses. Le monde aime ça quand même, d'être transparent. Puis dans l'équation, il y a de l'autre côté, est-ce que le client a le goût de donner une chance à un jeune courtier qui y croit? Ça, je pense que nos premiers mandats, le mérite n'est pas juste sur nous qu'on a fait un bon pitch, il y a aussi les clients de l'autre côté étaient réceptifs à ça, il y avait envie donner une chance à des jeunes. Ouais, je pense que quand tu es honnête, transparent, puis tu racontes ton histoire, il faut penser que vous dealez aussi avec, vous dealez avec des clients un peu différents. Vous êtes allé dans un créneau que les clients sont un peu différents. Quand tu as des maisons de 2, 3, 4, 5 millions, on va pas juger. Il y en a qui sont endettés, mais il y en a qui, des fois, ils peuvent être plus confortables financièrement, puis des fois, ils ont un thinking peut-être un peu différent. Fait que des fois, il y en a qui ont envie de donner des chances pour de vrai à des gens qui commencent parce qu'ils se revoient peut-être un peu là-dedans. On s'est fait dire souvent ça. Les gars... J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a une bonne expérience. On se faisait souvent dire je ne donnerais pas un contrat d'1 an. Dans ce temps-là, les maisons, c'était pas mal ça le délai. Fait on pognait un challenge aussi là-dessus. Je donne un contrat de 3 mois. Là, on était comme merci, mais bonne pression. Ça ne se vendait pas vite. Là, il y a une couple d'années. Mais là, en acceptant, il y en a qui fonctionnent bien. Puis c'est un peu ça. Ça te ramène à ta question du départ. Il y en a beaucoup qui veulent joindre l'immobilier parce qu'on a vu les dernières années. Mais ça, ces opportunités-là de dire je veux donner la chance à un jeune, potentiellement, c'était créé par le fait que le marché n'était pas ce qui était. Les maisons prenaient du temps à se vendre, ils arrivaient à échéance, puis là, c'est quoi mes options? C'est là qu'on arrivait. On se présentait comme un vent de fraîcheur. Avec pas beaucoup de bagages professionnels, mais ça sentait bon. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Puis après ça, dans le fond, ce qui est fou, c'est que je me souviens, vous avez du momentum, je vois les posts sur Facebook, les commentaires, ça roule. Vous commencez, je crois, à former votre équipe ou sinon vous êtes encore solo, vous avez peut-être une assistante si je me souviens bien. Puis à un moment donné vient le changement de bannière. Puis je veux dire, pour un agent immobilier, je connais pas assez le domaine pour dire que ça doit être quelque chose de majeur, mais si j'imagine de dire que je change de bannière, quand tu as une crédibilité certaine avec une X bannière, c'est sûr que ça amène dans le fond des grosses décisions, un stress, puis veut pas un retour aux bases de dire OK, là, il va falloir. Qu'est-ce qui vous a je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qui a motivé le changement, mais sur quoi, dans le fond, est-ce qu'il y a eu des challenges par rapport à OK, là, on repart dans le fond avec une nouvelle bannière? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le changement? Puis qu'est-ce qui vous a excité à justement vous en aller vers là pour changer? T'sais? Je pense que c'était on est chez Engel Booker. Oui. Beau placement de produit. Mais on les avait dans notre mire, disons, depuis un bout. Il y avait eu déjà des discussions avec Patrice, qui est copropriétaire avec sa femme Debbie ici. Puis on aimait beaucoup ce qu'ils faisaient, à différents niveaux, autant sur le branding, sur leur mise en marché. Ils étaient vraiment, vraiment proactifs. Puis on les voyait prendre des grosses parts de marché. Puis il y avait quelque chose qui nous rejoignait beaucoup là-dedans, mais comme tu as dit, c'est un gros mot. C'est parce que nos contrats avec nos clients sont tous individuels. Et, en ce moment, on en a en moyenne 50 actifs. Imagine, là, chaque personne, il faut que tu les contactes, que tu leur expliques ta décision, que tu leur fasses signer un document. C'est huge. C'est huge. Ils ont le droit d'accepter ou pas. Puis, tu te mets un peu plus, tu te mets à risque. En fait,
Tu ouvres la porte à potentielle cancellation. Puis, je rajouterais au fait que... Attends, excuse-moi de te couper, Vince, mais potentielle cancellation aussi du milieu. Là, dire, regarde eux, ils switchent. Puis, puis surtout, quand ça allait bien, puis il n'y a pas nécessairement de choses... On était bien, on était... c'est ça que j'allais dire. Il n'y avait pas de choses majeures. On sentait juste un meilleur fit. Fait que, des fois, c'est plus facile quand tu as un conflit, tu as vraiment une mauvaise expérience, quelque chose qui arrive, tu as un breaking point, tu es comme... Je m'en vais. Mais on n'a pas eu ça. Fait que ça, c'est sûr que ça a été quand même un gros stress de se dire... On prend-tu la bonne décision? Parce que t'es pas mal. Là. On n'était pas dans une mauvaise position. Le but, c'était de dire, est-ce qu'on croit que ça va nous faire avancer, évoluer? Ouais. Puis on est toujours, nous, je pense, dans le long terme quand même. Autant dans nos démarches que dans notre vision. On aime ça zoom out un peu, puis pas juste penser au mois prochain, au prochain trimestre, mais on est jeune, on a une longue carrière devant nous. Est-ce qu'on peut faire un changement qui, de façon permanente, va nous amener du bon? Puis ça, je pense que quand on faisait les pour et les contre, on arrivait facilement à oui. Fait qu'on a fait le move, puis là, ça va faire 3 ans, je pense, en mai. En mai, fait que ça fait déjà presque 3 ans, puis évidemment, on est assis. On peut t'assurer qu'on considère que c'est le bon move. Ben ouais, c'est sûr. Puis autre la mise en marché, puis tout ça, qu'est-ce qui vous a attiré de l'agence immobilière ici? Est-ce que c'était, tu sais, je m'avais dit, avec sa conjointe, je sais pas, il y a des valeurs familiales. Qu'est-ce qui vous plaignait vraiment de l'agence que vous avez décidé, Angle Vogers? C'est vraiment géré par un couple ici qui a une immense expérience en immobilier à Montréal, qui ont une immense crédibilité. Eux ont bâti McGill Immobilier from scratch avant. Puis je me rappelle, la première rencontre qu'on a faite avec eux, quand on a raccroché, je disais à Vincent, j'aimerais mieux être avec eux que contre eux. C'est des excellentes têtes immobilières, des bonnes personnes, des bonnes valeurs. Fait que c'est sûr que tout ça combiné, le fait qu'en plus, ils sont en mesure de prendre des décisions puis que ça a un impact direct sur l'entreprise, ben c'est sûr que ça permet d'avancer rapidement puis tu sais qu'ils vont prendre des bonnes décisions. C'est plus rapide, disons, comme leadership que d'avoir, par exemple, un fonds de gestion qui est propriétaire ou un fonds d'investissement. C'est une structure hiérarchique qui est vraiment différente. Puis ça, nous, on l'a, des fois, t'es comme, je suis juste courtier, que ça change, mais on l'a senti dans la dynamique au jour le jour. Fait que c'est tout. Puis, tu sais, la force de la marque aussi, leur part de marché était déjà très grande quand on est arrivé. Puis 3 ans plus tard, je ne donnerai pas tout le crédit. Mais bon courtier, mais ça l'avance encore. Ça l'avance. Tant mieux. Puis je me replonge à les défis un peu là, de. Des fois, on atteint le succès des grosses commissions, ça se passe, puis tout ça. Mais est-ce qu'en immobilier, j'ai tendance à penser que, mettons, tu veux vendre une maison à 400 000. Puis dans le fond, tu as des problèmes que tu peux rencontrer qui sont reliés à des problèmes de 400 000. On a tendance à penser que parce que tu vends du luxe, tu ne rencontres aucun problème. Moi, j'aurais tendance à penser que parce que tu vends du luxe, tu as plus de pression, tu deals avec du monde qui veulent que ça roule vraiment. Est-ce que dans le fond, c'est proportionnel à l'immobilier que tu vends? Donc, exemple, si tu vends une maison à 3 millions, tu peux rencontrer des problèmes. Ça va être peut-être des plus gros problèmes ou ça peut être une importance capitale plus importante. Les délais sur lesquels vous travailler avec des clients qui sont peut-être un peu plus rigoureux. C'est une question qui me vient à l'esprit de dire, le courtier qui est là, qui écoute puis qui dit, écoute, moi, je vends des maisons à 300-400 000 puis je veux m'en aller vers du 2-3 millions. Il faut qu'il soit conscient que c'est pas parce que tu vends du 2-3 millions que tu n'as plus de problème puis que la vie est facile. Vraiment pas. Non? Puis il faut que tu sois... faut que ça paraisse que tu es à l'aise puis quand il y a une situation, il faut que ça paraisse que tu l'as déjà géré puis que tu les guides. S'ils sentent que tu n'es pas en charge, pourquoi tu es là? Exact. À la limite, nos clients, c'est rare que c'est leur première vente, c'est rare que c'est leur premier achat. Ils ont déjà une certaine expérience, mais ils se fient sur nous pour optimiser leurs transactions ou pour vraiment gérer quand il y a un problème. Fait que ça, je te dirais que... C'est la grosse différence. Puis je te dirais que les démarches, le processus est le même. 400, 3 millions, le processus est le même. Les étapes de vente, je veux dire. Mais la marge de manœuvre d'erreur est diminuée. Surtout pour la référence après. Je veux dire, la transaction va se faire, mais les chances que tu te fasses référer, si tu t'as gaffé ou que tu n'es pas allé au-delà des attentes, mais ça se peut que la référence ne vienne pas. Puis à quel point que c'est huge dans votre domaine, les références? Énorme. C'est énorme, Puis, vraiment. Pour quelqu'un qui commence, un client amène un autre. Oui, puis des fois, le résultat de ça ne se fait pas voir tout de suite. Fait que moi, je le négligeais un peu au début, dans le sens où je me disais, de toute façon, si je regarde ma dernière année, j'ai une personne qui m'est arrivée d'une référence. Oui, mais c'est parce que tu as fait 15 transactions. Ça fait 2 ans que tu fais ça. Quand tu es rendu à des centaines, ben, c'est une immense partie de ta business qui vient de clients qui reviennent ou de références. Non, c'est vraiment gros. Je serais à l'aise de dire que c'est probablement 50% de notre business. Si c'est pas plus. Ce qui n'était pas le cas avant. Rappelle-toi, on parlait d'appels d'expirer et de sollicitations et tout. C'était genre
90% de la sollicitation. Ça fait partie de la vision à long terme aussi. Il y a des actions, des fois, que tu dois prendre qui vont être payantes ou qui vont te revenir dans 2-3 ans. De faire l'effort extra dans une transaction pour qu'elle finisse sur vraiment une bonne note. La semaine prochaine, tu n'auras pas nécessairement une autre transaction, un autre listing directement à cause de ça. Mais peut-être dans 1 an ou 3 ans, ou même des fois plus loin que ça. Mais tu sais, de toujours te dire qu'il y a des actions qui sont bonnes pour le long terme, je pense que c'est bon. Puis, pour revenir aussi à la clientèle, disons, dans le créneau plus haut de gamme, une différence que j'ai vue aussi, c'est que ils n'ont pas toujours besoin de vendre ou ils n'ont pas toujours besoin d'acheter. Mm-hmm. On est quand même dans un créneau de marché où c'est un luxe. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une maison de 6 chambres, 3 garages, piscine creusée. On s'entend, c'est un beau plaisir à se faire, puis c'est une belle étape dans la vie, mais c'est rare que tu ne peux pas vivre sans ça. T'sais. Fait que des fois, dans une transaction, je trouve que il y a des choses qui partent pas dans la bonne direction. Ça se ramène pas. C'est comme, je le file pas. Oui, je pourrais payer, exemple, 50 000 de plus, mais j'ai pas envie de le faire. Fait qu'on arrête ça là. Fait qu'il y a ça aussi. Il y a un aspect de... Il y a un peu moins d'émotivité. On veut ils veulent... C'est un projet, mais... Des fois, il y a cet aspect-là. C'est correct, il faut le respecter aussi. Puis avez-vous appris beaucoup de vos clients à rencontrer des gens, hommes et femmes d'affaires, plus des gens qui ont eu du succès quand même? C'est sûr que vous avez croisé des gens à succès, pas avec le marché que vous êtes. Est-ce que vous apprenez beaucoup de vos clients ou est-ce que vous êtes avare de savoir... pas leur histoire, mais de voir comment ils traitent soit la transaction ou leur histoire également. Vous avez la chance de créer des connexions avec ces gens-là. Sûrement, il y en a qui deviennent des amis. Est-ce que c'est des choses que vous avez porté attention, la relation avec vos clients, puis qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Ouais, je pense qu'on pose beaucoup de questions. Des fois, même, ils doivent se dire, même, je pense pour une entrevue. C'est ça. Au début, on faisait nos pitchs à 2. On a un peu moins le temps maintenant, mais puis c'est vrai qu'on jasait beaucoup avec les clients. On était intéressés. Par le passé, là, on l'est encore. Non, mais je veux dire, on jasait les deux avec les clients, puis on était intéressés dans les discussions, c'était sincère, puis oui, on veut se renseigner comment que se sont rendus là, qu'est-ce qui a fait en sorte. Fait que, mais l'affaire que je trouve intéressante aussi, c'est, puis haut de gamme ou pas, moi j'ai toujours été quand même intrigué à comment les gens vivent. J'écoute tout le temps les MTV Cribs, ces affaires-là, j'ai tout le temps été super intrigué par ça, comment ça marche, puis pas juste du côté business, mais du côté... familial, je sais pas, c'est quoi je vous rassure, je ne vais pas être voir, mais dans le sens que, comme on rentre dans les maisons du monde pareil, on rentre dans leur but. Intimité. Fait que dans cette même optique-là, je sais pas, c'est quoi les autres maisons, pourquoi ils déménagent, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé dans celle-là, puis vers quel mode de vie ils s'en vont. Des fois, on a du monde, ils vendent leur penthouse au centre-ville, puis on a eu un l'année passée, je m'en vais habiter sur mon bateau, je me prends un petit pied à terre. C'est cool quand même. Je ne sais pas que je vais faire ça l'année prochaine, mais c'est cool quand même de voir le parcours des gens. Autant du côté business, oui, puis ça, souvent, ils sont très généreux avec nous. Surtout, quand tu es comme, pas en fin de carrière, mais tu es plus avancé. Tu gardes pas trop tes secrets. Tu es comme dans l'étape de... Tu veux partager. Je veux partager le knowledge. Fait que, de tout ça, moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Hein. Puis, en parlant de MTV Crib, vous avez participé à, dans le fond, un show de télé. Que j'ai vu avant la pandémie ou pendant? C'est avant. Ça passe vite, pareil, mais j'ai eu des reminders justement je pense que ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Wow. Même moi, j'étais comme, my God. Le temps va vite. Puis c'était un show sur Canal V-Télé qui est devenu nouveau. Là, OK. Puis c'était quoi le show? C'était sur les agents immobiliers au Québec, right? Qui vendaient du luxe? Ouais, c'était cool. L'expérience? Vendeur de rêve. Vendeur de rêve, OK. Puis l'expérience? C'était très cool comme expérience. Ça nous a fait voir autre chose, un show de télé, comment c'est fait, comment c'est tourné, en rentrant dans notre réalité. Fait que c'est sûr que ça chargeait l'horaire pas mal. On était occupés. Là encore, je parle beaucoup au passé. Mais ouais, c'était une super belle expérience. Puis c'était un super bon show. Pour dans le fond, on était 6 courtiers jeunes qui vendaient du luxe. C'était ça comme le profil qu'ils recherchaient. Fait qu'ils nous ont approchés, puis on a dit tout de suite. Puis non, c'était vraiment cool. Ça nous a... on est quand même... on n'est pas très out there dans le sens que nos publications, nos publicités, c'est souvent nos maisons. Là, je dis ça, mais ceux qui reçoivent nos postcards, il y a notre face en immense dessus. Mais nos pancartes, c'est pas notre visage qui est dessus. On fait pas beaucoup genre de vidéos, on est un peu gêné devant la caméra et tout. Puis ça nous a quand même dégêné pas mal. Fait que là-dessus, c'était nice. Puis ça nous a donné quand même une belle visibilité qu'on n'a pas vue tout de suite. Au début, le monde me disait « ça doit t'amener plein de clients. » J'étais comme « pas de temps, je me suis fait... » Vers la fin du show, par exemple, on recommençait à recevoir beaucoup d'appels. Au début, j'étais comme « je me suis fait reconnaître 2-3 fois au resto, là, mais c'est pas mal ça. » Puis quand ça l'a
fini. Mettons, ça a été diffusé à l'automne, terminé en décembre. L'année qui a suivi, on a eu plein de beaux mandats. Ah, allô, mon fils écoutait ton émission. Pour être honnête, je ne l'ai pas écouté, mais continuer à évaluer ma maison à 2 millions, c'est comme yes, sir. Ah, c'est hot. Mais ouais, ça a été bon. Malade. Puis ça me fait penser, dans le fond, vous étiez avec d'autres courtiers dans ce show-là. Puis c'est quelque chose que je vois que, à travers notre amitié qu'on suit sur les médias sociaux, c'est quelque chose que je vois puis que je vous ai dit que je voulais parler, c'est que je vois que vous entretenez une relation vraiment proche avec plusieurs courtiers de plusieurs autres bannières. Puis j'aurais tendance à penser je commence dans le milieu où j'ai déjà vu beaucoup dans le milieu de l'immobilier où des gens que je croise qui sont courtiers, puis des fois quand je leur parle, ils hate sur d'autres courtiers ou comme oui, évidemment, il y a un esprit de compétition. J'aimerais savoir pourquoi Kev et Vince entretiennent, vous avez l'air en tout cas, puis c'est ce que j'entends aussi dans le milieu, d'entretenir des super bonnes relations avec les autres courtiers. Puis est-ce que vous trouvez que ça a fait une différence dans votre carrière où vous en êtes en ce moment? Oui, définitivement. Oui, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne base qui fait partie d'une belle collaboration. Puis ça vient aussi, on parlait de valeur, l'agence, puis c'est un peu ça. Oui, on veut réussir, mais on veut bien collaborer aussi, puis on s'entend bien avec les gens. Puis je pense que la différence, j'ai l'impression que on veut réussir, mais pas avec des sacrifices qui font en sorte qu'on va se faire, rire de nos... Oui, exact, qui va se faire rire de nos collègues. La majorité des transactions qu'on fait, on en a beaucoup de transactions où on a les deux côtés de la transaction. Je ne peux pas dire représenter, mais qu'on a les deux côtés de la transaction, mais c'est pas la majorité. La majorité des transactions, il y a un autre courtier de l'autre bord. Que ce soit, toi, tu représentes un acheteur, puis l'autre courtier représente le vendeur ou l'inverse. C'est tout à notre avantage d'être en bonne relation avec tout le monde. Puis je te dis pas, tu sais, moi, les deux, on a plein d'amis qui sont courtiers, c'est de d'autres agences, puis on s'entend super bien. Puis il y en a d'autres, c'est plus professionnel, mais je pense pas qu'il y a grand monde. Là, tu sais, même, il va y avoir plein de commentaires. Non, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui peut dire qu'on a des gros problèmes avec. On a vraiment tout. Tu sais, même ça fait en sorte qu'il faut en laisser passer un peu des fois. Tu sais. On cherche pas le conflit dans nos transactions, on cherche à être accommodant puis à terminer ça sur une bonne note. Comme ça, quand on se recroise dans 6 mois ou dans 3 ans, ben on reprend où on a laissé, puis ça fait en sorte que la transaction va mieux. Puis j'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas une crainte. Des fois, tu te dis « je veux performer plus qu'un autre ou un tel », puis des fois, ça te rend un petit peu plus ses dents, ça accroche un peu plus, puis au contraire, je pense qu'on se fait appeler régulièrement, savoir « Hey, je devrais-tu être courtier? Je devrais-tu commencer ça? » Puis plus souvent qu'autrement, je vais dire, je ne vais jamais commencer en disant « Fais-le pas, pour telle et telle raison. » Je vais essayer de dire fais-le, mais sache que ça implique ça. Juste ça comme approche, ça fait la différence de dire je suis ouvert, on est ouvert à collaborer, puis on souhaite que ça marche. Puis, tu sais, il y a deux aspects des fois qui vont créer la compétition, c'est de vouloir performer plus que les autres courtiers. Puis, moi, je pense que c'est pas une bonne avenue. On a toujours regardé des courtiers qui vendaient plus que nous. Même, je me rappelle, il y a une couple de fois, on est allé manger avec Martin. Tu veux de mon thermomètre de volume de vente que je faisais dans le bureau? On va en parler, ça. Mais Martin Rouleau, qui est maintenant un des plus grands courtiers au Québec, mais qui est dans notre agence aussi, qui est là plus... Mais, on allait dîner avec. On allait souper avec. Puis, Martin, il a toujours vendu plus que nous. Mais on le voyait comme une inspiration et non comme une compétition. Mon but, ça n'a jamais été je veux vendre plus que... Je veux être plus que Martin. On a nos objectifs à nous, puis on veut se rendre dans ce chemin-là, mais c'est vraiment pas une bonne avenue de toujours se comparer. C'est bon de s'inspirer, mais de se comparer non-stop. Puis ce que ça fait des fois, puis je me suis rendu compte à un moment donné, mettons, il y a 4-5 ans, on était quand même à un niveau vraiment nice. Là, que si tu m'avais dit avant, tu vas être là, j'aurais été wow, je suis tellement content. Puis je ne l'étais pas, parce que j'étais tout le temps en train de regarder qui fait plus que moi. Puis là, à cause que, parce qu'eux font plus, ben là, moi, ce que je fais, c'est pas bon. Fait que là, tu te traverses un peu là-dessus. Fait que ça venait d'un mauvais mood. Puis, on a brièvement parlé de Martin, puis on l'apprécie énormément. Puis, tu vois, lui, il était réceptif à ça. Il prenait le temps, il jasait avec nous. Ce qui n'est pas nécessairement toujours la réalité. Beaucoup aussi la collaboration. Je pense que dans les vétérans, si on veut, qui nous inspiraient, on le voyait souvent parler de ça. Fait qu'on dirait que c'est comme une valeur aussi, puis une façon de faire qu'on a ouais, c'est huge. Je veux dire, je me souviens, moi, quand j'ai commencé d'inventer, d'aller m'asseoir avec le top vendeur puis dire je veux écouter tes secrets, je veux voir comment tu agis, comment tu fais. Open à te les dire, c'est cool. Si tu sois vraiment open à te les dire, c'est cool. Je pense qu'en plus, c'est hot que maintenant, vous pouvez tranquillement, ça sonne que vous êtes vieux, mais c'est pas le cas, mais de redonner au suivant, puis tout ça, je trouve ça malade. Puis, dans le fond, justement, par rapport à, tu sais, là,
on a vu, je pense que c'est avant-hier que j'ai vu passer la publication que vous êtes dans le top 1% au Québec, dans le fond, toutes bannières confondues de transactions, le volume que vous faites. Puis tout ça, veut pas, ça amène dans le fond des commissions, right? Puis je pense qu'en immobilier, tu es là pour, oui, fulfill une passion de peut-être qui est dans l'immobilier, mais après ça, tu fais de l'argent avec ça. Veut pas. J'ai entendu des histoires catastrophiques dans le milieu de l'immobilier de gens qui font des millions en commission comme vous, les boys, mais que finalement, il en reste zéro à la fin. Puis je suis fier et capable de dire que c'est pas votre cas à vous. Premièrement, dans le fond, ça a été quoi vos premiers investissements dans votre business? Dans le sens sur, c'est quoi les points que vous avez dit, hey, ça, nous autres, là, on investit soit en nous-mêmes ou dans tel, puis on a vu un bon retour sur investissement là-dedans, dans votre business, à vous autres. Puis après ça, à l'extérieur, on pourra parler après de l'extérieur, c'est quoi vos investissements, dans quoi vous êtes impliqués en ce moment. Mais je suis curieux de savoir dans votre business, quand vous avez commencé à faire pas mal de sous, qu'est-ce que vous avez, dans quoi vous êtes-vous dirigé pour justement dire on réinvestit dans nous-mêmes? Je ris parce que j'ai l'impression qu'on a testé quand même une couple de trucs, mais il y a des affaires qui sont restées. Ça se passe son idée. Oui. Parce qu'au début, là, puis on va le dire, là, Vincent, dans le bureau, il y avait un thermomètre qui s'était marqué 100 millions en haut. Mais de vente? Ouais, 150, en commission? Je poussais en vente ou en commission? En vente. Par année, mais on n'était pas là pantoute. Fait que, bref, ça. Il arrêtait en bas pas mal. Ouais. Il ne dépassait pas la petite bulle du bas. Non, mais ça pour dire que ça a tout le temps été lui qui a été un peu plus proactif là-dessus sur les chiffres. Ouais, puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Je suivais souvent, puis tu sais, des fois on continuait pas, des fois on continuait. Pour répondre à ta question, je trouve que ça, c'est ma façon de penser, mais quand tu es dans une braquette de revenus relativement basse, peu importe dans quelle industrie tu es, je trouve que c'est plus efficace d'investir, que ce soit en coaching, en publicité ou dans n'importe quoi qui va te faire grandir tes revenus, que d'essayer d'économiser des petits dollars à gauche et à droite pour investir parce que ça va être trop lent. Je trouve que la première portion de la game, c'est de te rendre à un niveau qui va t'amener assez de ressources pour que là, tu puisses avoir d'autres projets, des investissements externes. Fait que c'est pas mal ça qu'on a fait. Notre premier move, ça n'a pas été de tout geler notre capital puis d'acheter un duplex à l'autre bout du monde. Quoique je ne dis pas que c'est mauvais, mais... Dans l'ordre, on a fait des beaux mix. Justement, il parlait de coaching. Ouais. On a engagé un coach. Wow. On a vu un peu. On l'a fait quand même sur une bonne période. Il nous a donné de l'info sur des structures à apporter, qu'on avait moins, des pubs qu'on pourrait mettre en place. On a pris l'info qu'on voulait, qu'on considérait qui s'appliquait à nous. Puis à un moment donné, on a comme lâché un peu le coaching de côté, puis on a regardé. On l'a fait un bout. Ça nous a guidé sur des affaires. Je te donne un exemple concret, mettons. Nous, on se disait, OK, ben là, si on veut vendre plus, il faut qu'on ait plus de leads. Il faut qu'il y ait plus de gens qui nous appellent. Premier appel qu'on fait avec. OK, bon, les gars, c'est quoi vos objectifs? Vous recevez combien d'appels par mois en ce moment? Puis là, lui, il traquait tout. Moi, j'avais aucune idée, mais lui, il avait le nombre. Fait que là, on lui dit le nombre. Il dit, bon, ben, vous n'avez plus que ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Fait que votre problème, il n'est pas là. Ouf. Votre problème, c'est qu'est-ce que vous faites avec. Wow. Fait que j'ai trouvé ça bon d'avoir cette vision-là, d'avoir un œil extérieur, parce que moi, j'aurais jamais pensé à ça. Puis, non, fait que, tu sais, ça, même si on a gardé quoi, 1 an, il y avait d'autres choses qui fonctionnaient. Mais ça nous a ouvert des pistes, tu sais. Puis là, on a commencé à regarder. Puis après, ben, tu sais, je pense que la publicité. Puis Kev, il a quand même été rapide sur les médias sociaux. Il m'a vite, puis moi, j'étais plus du type traditionnel. Je me disais, je lisais mes affaires, j'étais comme postcard, des lettres. J'étais peut-être pas dans les journaux, mais tout ce qui était papier, moi, j'étais old school un peu. Là. Puis il me regarde, il dit, ouais. Puis c'est là qu'il a commencé à dire, Facebook, ça serait quand même pas pire qu'on soit là. Puis c'était bon qu'il y pense parce que au début de son projet, ça fait peut-être 7-8 ans de ça. C'était là, mais c'était pas majeur comme en ce moment. Fait que, on a buildé une petite audience tranquillement petit à petit, puis on a élargi avec ce qui s'en venait. Fait que c'est un beau mix de tout fait que ça. Je dirais, coaching, formation, dont on lisait beaucoup, on s'achetait des fois, il achetait un webinaire online, il me l'envoyait, on avait juste à payer. Puis, des trucs derrière. Fait que, je dirais, grosso modo, coaching, puis de l'autre côté, publicité. Ça a été ça nos premiers moves. Ça nous a fait grandir. Puis là, après, ben, on avait des ressources pour plus regarder d'autres investir en même. Wow, débile. Ouais. Est-ce que, avant de passer à maintenant, vous êtes impliqué dans quoi, mais est-ce que maintenant, vous voyez une jeunesse de courtier ou différents, tu sais, comme, mettons maintenant, les TikTok de ce monde, les Instagram de ce monde, les flashy lifestyle de ce monde dans l'immobilier, c'est rendu un peu, on se fait un peu, c'est là, c'est in your face. Est-ce que vous voyez, dans le fond, une différente cohorte de nouveaux courtiers qui arrivent et qui utilisent des techniques vraiment différentes, j'imagine, de qu'est-ce que vous faisiez avant? Là, on parle de Facebook, vous faisiez un post sur Facebook puis le monde commentait, mais là, à cette heure, c'est, exemple, TikTok, ou j'imagine que le milieu change. Est-ce que vous le voyez, ça? Vraiment. Puis, des fois, on en parlait tantôt.
Moi, je suis un peu gêné dans la vie. On est quand même introverti. Puis on plus prend réservé pas là-dessus. de risques. Souvent, nos trucs sont réfléchis. On veut pas mettre... on peut faire des conneries, mettons. Puis là, des fois, tu vois du monde sur TikTok, puis ils disent des courtiers. Puis je suis comme... pourquoi tu fais ça? Puis finalement, ils ont comme 100 000 views sur le vidéo. Puis finalement, c'était pas bête, là. Ouais, effectivement, vraiment. On le voit beaucoup. Attirer l'attention. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a plein de façons différentes aussi de se faire connaître. Je pense que celui-là est quand même accessible aussi. Il y a certaines publicités qui coûtent très cher, sont pas accessibles à tout le monde. Celui-là, tu peux reach beaucoup de monde. Il y a des belles façons de le faire, il y en a des moins bonnes, mais nous, clairement, on le voit. Nous, on est actifs sur les médias sociaux de façon un petit peu plus traditionnelle, où on va montrer nos nouveautés, nos transactions et tout. Un petit peu de côté personnel. C'est pas mis encore à danser sur TikTok, mais mais ouais, puis je sais pas, tu sais, il y a tellement de façons. Ouais. Je pense que c'est dans un de tes podcasts, j'écoutais, puis tu disais, il n'y a pas une recette. Ils sont toutes bonnes. Fais des actions quotidiennes, puis tu sais, garde ton pace, puis tu vas y arriver. Tu sais. C'est juste d'être constant. Je pense que, c'est ça. Tu le dis là. Moi, s'il y a une chose que je peux témoigner de vous, c'est la constance des 10 dernières années, d'avoir vu le grind, puis c'est non-stop ce que vous faites. Je vous lève mon chapeau, puis continuez comme ça, les boys, c'est malade. Où vous en allez. Puis, ce que je veux toucher, c'est là maintenant, premièrement, c'est comment. Est-ce que vos parents sont entrepreneurs ou comment vous avez bâti le mindset? Parce que je vois du monde qui se font domper des commissions, qui se font domper de l'argent. Puis quand je dis domper, c'est le mot parce qu'à un moment donné, ça se met la fenêtre, elle s'ouvre. Puis quand ça se met à rentrer, ça rentre vraiment beaucoup. Quand tu travailles fort puis tu as mis les années derrière, ça se met à rentrer beaucoup. Comment vous avez bâti cette mentalité-là en vous connaissant maintenant, de la garder, cet argent-là? Puis quand je dis la garder, je te parle de la faire la fructifier, puis quand c'est le temps de venir faire un chèque, que vous êtes capable de faire le chèque, de où vous avez bâti, dans le fond, cette mentalité-là, que je suis curieux de savoir. On a fait les deux. Hein? On a flobé, puis vous avez appris à la dure! Ouais, c'est ça. Yes, bienvenue dans le club! Avant qu'on se connaisse, ils voyaient d'un bar, écoute, on commençait, je sais même pas si j'avais fait une vente encore, je commandais des shooters partout, ils disaient... On travaillait à la même place, il venait de commencer, je savais qu'il faisait pas d'argent, puis il flobait au bar. Puis j'avais dit à la blonde, d'où c'est qu'il sort? Il dit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu sais, sans joke. Ça a évolué. Sans joke, on l'a fait, tu sais. Puis c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'aime pas le. Je trouve que si tu travailles fort pour quelque chose, puis que ça disparaît après, c'est pas un bon feeling. Tu sais, j'ai pas de misère à travailler fort si je suis en train de bâtir quelque chose. Je trouve que je le fais pas dans le vent, puis c'est pas éphémère. Puis moi, ça, c'est un feeling vraiment que j'aime pas, tu sais, de scraper du dur travail. Puis, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, oui, il y a des transactions qui sont un peu plus faciles. Puis, les 2 dernières années, pendant la COVID, le marché était fou. Le monde, mais c'est pas de l'argent facile. Puis, tu sais, j'ai pas fait tout ça pour après la flobber ces trucs-là. Fait que, je pense que on se rejoint là-dessus. Pour répondre à la question, puis ça on a même permis d'évoluer là-dedans. On s'échange encore des trucs. Tu sais, tu ferais-tu tel move? Ou puis là, nos réflexions nous aident à avancer. Mais pour revenir à ta question de mindset, tu sais, du côté de Kiev, je sais que dans sa famille, il y a son père il est entrepreneur, dans le fond, il a sa business. De mon côté, c'était pas le cas. Fait que j'avais pas de modèle, j'avais pas de référence. Puis à la limite, mes parents n'étaient pas pauvres ou quoi que ce soit, mais c'était assez modeste, sans rentrer dans les détails. Puis je te dirais que je sais pas si ça vient un peu de ça, mais mon mindset, j'ai l'impression qu'il s'est créé du fait que il y a des situations que je voyais dans ma famille que l'argent venait mettre en difficulté bien des affaires, puis ça venait... j'ai vu mes parents tristes pour des trucs, que je me disais, mettons, je pense à genre un ticket. Ma mère s'est mise à pleurer, j'étais comme, wow, à quel point ça vient nous affecter, puis c'est quoi que j'ai comme contrôle, puis en évoluant, je me suis juste dit, si je peux au moins avoir un contrôle là-dessus. Puis c'est comme ça que mon mindset s'est comme bâti au fur et à mesure de dire, ben si au moins je peux avoir le contrôle financier, le reste, je le gère pas. C'est hors de mon contrôle. La vie est ce qu'elle est. Fait que c'est comme ça que le mindset s'est fait. Après, un coup que tu as le mindset, je veux dire, il y a bien des affaires qu'il faut que tu mettes en place. Puis tu gardes... Moi, mon père, il est encore courtier, mais pour des résidences pour personnes âgées, c'est très niché. Là, on se croise pas sur des transactions, je te dirais. J'ai commencé un petit peu avec, ça marchait pas, là, on clashait un peu, mais quand j'étais jeune, il m'emmenait à ses rendez-vous avec un notaire, avocat, tout ça. J'ai baigné là-dedans, puis tu sais, tu veux toujours un peu être comme... Fait que je suis rentré là-dedans quand même rapidement. Puis après, c'est plus que quand je travaillais pour François, ben là, tu sais, c'est lui qui... J'ai plus suivi ses pas parce que bon, c'était le résidentiel, puis c'était plus ça que je faisais. Mais pour la suite, je trouve aussi que
plus tu avances, il y a une certaine passion qui se développe aussi. Tu sais, ton gaz au début qui est financier principalement, mais il évolue. Là. Il évolue, il se développe, puis je trouve qu'il devient plus fort aussi. Tu sais, à un moment donné, moi, je tripe vraiment d'avoir une business qui fonctionne. C'est juste ce concept-là d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, puis que j'aime, puis que je suis fier. Moi, ça me drive beaucoup, puis j'ai le goût de le garder, puis j'ai le goût que ça continue. Fait que moi, aujourd'hui, c'est plus ça, mais au début, c'est sûr, c'était un peu de te sortir la tête de l'autre, de juste au moins... je me rappelle, je me disais comme si je peux vivre de ça, je serais vraiment content. Mais vous avez fait les efforts, right? Pour le faire, les appels, puis tout le reste. Je me souviens, ça me... Puis, on parle de famille un peu, parents, qu'on parle. Je me souviens, j'étais à Miami, si je me trompe pas, à peu près il y a 5 ans, genre, de quoi, quelque chose. J'étais à Miami, je m'assois avec, je croise dans le fond, Kev puis Justine, sa copine. Puis on se met à parler, parle George, on se met à parler d'enfants. Je pense que Carter, il venait juste de naître. Ça faisait pas trop longtemps. Puis je parlais à Kev. J'étais comme, ah man, c'est l'affaire la plus fou. Tu vois, ça change le monde. Puis genre, 3 mois après, hey, on va être papa. C'est même pas exagéré. Ouais, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça. Puis on est tellement contents pour vous. Je veux toucher un peu la famille, les boys, parce que les deux, vous êtes pères de famille. Puis la raison pourquoi je veux toucher sur la famille, c'est que c'est pas évident, right? Premièrement, être parent, c'est pas évident. Tout le monde, on le sait, qui ont des enfants, c'est quelque chose qui est challengeant. Mais en plus, vous, la majorité du temps, vous dealez avec le monde qui travaille. Donc, ça se fait entre 5 et 8, 9 heures le soir. Ça se fait les visites le week-end, ces trucs-là. La première chose que je veux savoir, c'est la conciliation, dans le fond, famille et famille proche, là, votre conjointe et vos enfants, dans le fond, comment ça se fait? Puis est-ce que vous avez eu des talks, j'imagine que vous avez eu des talks importants avec vos blondes? Ouais, c'est l'adaptation. Moi, c'était vraiment ma grosse appréhension. Tu sais, je me rappelle, moi, je voulais t'en parler aujourd'hui de ça. D'ailleurs, tu sais, moi et ma blonde, on en parle souvent encore. On s'est croisés à Miami, puis tu sais, je savais que tu étais occupé, je savais que tu avais pas mal de business, puis tout ça, puis j'étais comme, ouais, mais comment tu fais, ça marche-tu? Genre, moi, dans ma tête, on dirait que c'était comme compartimenté. Ta carrière, ta business, puis quand t'es prête, là, quand t'as fini ta carrière. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, j'en prends les détails, mais reste que quand je pars ça de là, j'étais comme, non, mais tu sais, moi, je vous trouvais vraiment inspirant. Je trouvais ça vraiment nice que vous ayez une famille, puis en plus, que vous ayez cette motivation-là, avoir vous avez des projets ensemble, en plus, toi et Myriam. Fait que je me suis comme, ah non, tu sais, je dis pas que c'est tout le temps easy, mais... Non. Mais ça se fait, puis j'étais comme, c'est ça le move. Puis j'ai dit un name drop aujourd'hui. Marc-André Fortin aussi, qui est un courtier aussi avec sa blonde Roxane. Courtier de notre âge, puis eux, ils ont eu un Romeo avant nous. Fait il va avoir 4 ans, moi, il y a 2 ans et demi. Fait que il y avait 1 an. Puis il nous disait, non, c'est vraiment nice, c'est la plus belle chose au monde, inquiète pas, tu vas pouvoir continuer à être courtier. Fait que moi, je dirais que vos 2 couples, là, ça a été mes gros moments de Puis toi, Vincent, la conciliation père, là, nouveau, là. Ouais, nouveau, non. 9 mois. La petite. Exact. Fait qu'on en a 2. J'ai un petit gars qui va avoir 3 ans en mai, puis une petite fille de 9 mois. Fait que c'est sûr que c'est... Non, ça, il ne cachera pas, là, puis je pense que tu es mieux placé que nous pour nous dire comment c'est... La conciliation est tough, mais je pense que ça peut être fait. Il n'y a rien de parfait. Puis je pense que tu gères mieux ton temps. Je pense qu'il faut que tu apprennes à mieux gérer ton temps quand ça arrive, parce que je veux dire, si tu veux être présent, parce qu'il y a toujours des sacrifices à faire à gauche et à droite. Je vais t'avouer que je reviens un peu dans le temps, mais je suis quand même content qu'on ait fait ça puis qu'on ait débuté notre carrière plus tôt. Parce que de refaire ces sacrifices-là aujourd'hui, tu sais, on faisait des appels, là, je reviens souvent là-dessus, mais les appels, on les faisait, mettons, de 6 à 9 le soir. Ouais. Si je fais des appels de 6 à 9 aujourd'hui, c'est pas réaliste, je peux pas. J'ai les 2 kids à la maison. Fait que je suis quand même content de l'avoir fait avant. Je dis pas que c'est impossible, mais la réponse, c'est il y a toujours de l'ajustement. Il faut toujours, je pense, garder du temps pour ta famille, être impliqué, puis c'est d'être là. C'est ça qui est tough un peu avec notre job, c'est que souvent, on va se faire solliciter à gauche et à droite pour plein d'affaires, puis tout est comme urgent maintenant. C'est ta paye. Fait que c'est de s'ajuster là-dedans. Il y a des priorités aussi avec les autres affaires dans ta vie. Puis tu sais, moi, une affaire qui m'a pas surpris, mais tu sais, on était jeunes, j'habitais dans le Vieux-Montréal, je sortais souvent, ma blonde aussi, on avait un peu ce lifestyle-là, si tu veux, puis moi, je me demandais si j'allais apprécier tant que ça la vie plus familiale, disons. Puis finalement, vraiment, imagine aujourd'hui, je l'ai. Non, mais finalement, vraiment, tu sais, on est plus. Je trouve que j'ai un mode de vie plus sain aussi, tu sais. Puis, c'est con, mais juste l'heure que je me lève et que je me couche est plus raisonnable. Ben, je sors beaucoup moins, je bois pas, on fait attention à ce qu'on mange. On dirait que je trouve que, puis c'est pas juste ça, évidemment, un enfant, mais reste que je trouve que quand tu concilies la vie de famille et de business, ça amène plein d'autres choses aussi. Fait que tu t'ajustes, mais moi, je tripe vraiment
je sais pas, mais j'aime ça être chez nous avec ma famille, puis j'aime ça m'occuper de ma business. C'est comme vraiment mes deux priorités. Puis, non, c'est vraiment, c'est de bien prioriser, puis de mettre ton temps en bonne place. Puis à quel point que avoir des kids, ça a changé un peu votre thinking de business, ou c'est quoi l'impact que ça a eu de quand cette tête-là est arrivé de faire comme OK, je suis plus tout seul là-dedans avec ma blonde, puis genre à quel point que ça l'a changé. Est-ce que j'imagine que ça l'a changé pour le mieux votre carrière? Est-ce que vous avez vu, des fois on a tendance à penser qu'il y a des enfants, là, je peux mettre moins de temps, mais vous êtes capable de le compartimenter de la bonne façon. Mais est-ce que vous avez vu un impact justement positif, le fait d'avoir un thinking différent maintenant sur vos trucs? C'est sûr, comme ce que je disais tantôt, tu veux pas que tes trucs s'envolent, disons. Tu veux bâtir quelque chose aussi, pas juste pour toi, mais pour ta famille. Fait que ça, je pense que ce désir-là, il est vraiment fort. Fait que ça amène, je trouve que c'est vraiment positif. Puis aussi, tu priorises, les mandats qu'on prend aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on dit non à plein de monde, mais ça arrive des fois quand ça ne matche pas. On se dit, je ne vais pas m'engager dans un mandat qui va détruire le reste. Tu es un peu plus conscient du tout. Mais ouais, là-dessus, je pense que tu n'as pas juste toi à t'occuper puis ton resto de vendredi. En tout cas. Puis, Vince? Ben, c'est un peu ça. Je veux dire, ta motivation, on a parlé de l'évolution au début, c'est financier. OK, je veux atteindre ça. Là, ça t'amène une motivation qui est comme, je veux dire, elle va perdurer, cette motivation-là. Je veux dire, elle va juste croître. Là. Fait que t'es comme, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, puis moi, surtout, c'est pour les placer encore mieux que comment moi, je me suis installé en ce moment. Fait que, comment je peux leur rendre leur vie meilleure à venir. Fait que j'essaie de me projeter de même, qu'est-ce que je peux mettre en place. Ça veut dire passer du temps avec eux, ça veut dire peu importe ce qu'ils ont envie de faire, comment je peux structurer de quoi de bien là-dessus. Wow. Puis j'ai le goût de parler d'un peu de où on s'en va. Dans le fond, dans le milieu, le marché immobilier, on a tendance à penser que vous avez des boules de cristal, les agents immobiliers. Fait que de savoir, le marché s'en va en descendant, ça s'en va en montant, à droite, à gauche. J'ai envie de savoir un peu le thinking de Kev puis Vince par rapport à l'immobilier. Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement ou qu'est-ce que vous appréhendez dans les prochaines années? Tout le monde parle d'une crise économique, tout le monde parle que les valeurs vont chuter puis tout ça. Puis avez-vous une boule de cristal? Non. C'est ça, on a une bonne je pense qu'on a une bonne idée de ce qui s'en vient, mais on l'a pas, la boule de cristal. On l'a pas. On aimerait ça, par exemple. Quand tu demandes du monde en finance, c'est toujours comme à court terme, on ne le sait pas, le marché peut aller vers le haut, vers le bas. Essaye pas de le timer. Puis soit là à long terme, tu vas être gagnant. Mais on dirait que dans l'immobilier, les gens ont plus d'attentes. Tu sais, souvent, mettons, nous, si on a des clients qui veulent faire un flip, dans 6 mois, combien je la revends? C'est sûr, le marché est moins volatile que la bourse en immobilier, là, évidemment, mais depuis les 2 dernières années, il y a tellement eu des facteurs qu'on ne contrôle pas qui affectaient le marché à la hausse ou à la baisse que c'est devenu vraiment difficile de prédire. Mais tout ça pour dire que, tu sais, nous, on analyse dans quel environnement, dans quel marché on est. On a les données économiques comme tout le monde, puis on voit, tu sais, exemple, on a quand même vu un bon ralentissement cet automne. On le sentait, là, je veux dire, on a 50 propriétés à vendre. Nous, si on passe de 50 visites par semaine à 12, il y a quelque chose qui se passe. C'est plus slow. Là, c'est facile à voir. Là, tu vois, depuis le début de l'année, il y a quand même un bon regain d'activité. On a un super bon mois en termes de transactions, puis on voit que les acheteurs ont repris confiance au marché. Quand tu es dans un marché où les taux d'intérêt montent, pardon. Quand les taux d'intérêt montent, mais quand les taux d'intérêt montent, puis c'est comme annoncé ou non dit qu'il va en avoir plusieurs, bien, tout le monde se met ses lignes de côté. Ah, moi, je veux pas acheter juste avant que ça drop. Puis je comprends ce feeling-là aussi. Fait que là, les gens étaient plus sur les lignes de côté. Là, on sait que ça peut augmenter encore, mais pas beaucoup. Et la grosse hausse qu'on a eue, qu'il y a eu, est passée. Puis l'impact, on la sent. L'impact, on l'a senti. Fait que là, on sent quand même un bon regain de la confiance des acheteurs dans le marché. Puis nous, on fait beaucoup des propriétés principales des gens. Là. Fait que, oui, c'est un investissement, mais c'est aussi pour leur qualité de vie, eux, où ils vont habiter. Fait que si tu rentres dans le marché à un prix réaliste puis que tu es là dans un horizon de quelques années, c'est extrêmement rare si on regarde l'historique que tu vas être perdant. C'est sûr que c'est plus touché quand tu fais un achat-revente immédiat. Il faut que tu sois encore plus attentif. Mais en ce moment, on fait beaucoup de transactions. Les gens font attention à quel prix ils payent, mais c'est un petit peu ça le contexte. Ouais, je pense que si on le résume, je pense que Kevin l'a bien dit, mais si souvent la décision va être basée pour installer sa famille puis vivre idéalement à long terme, il n'y a pas de mauvaise décision. Je pense qu'il y a encore des super bonnes opportunités malgré la hausse des taux puis malgré la hausse des prix.
c'est pas nécessairement d'attendre. Je veux dire, le marché est bon en ce moment. C'est vraiment de cibler à savoir elle est quand la sortie. Ouais. Fait quand les taux d'intérêt montent, puis là, les prix baissent, on se dit, je veux pas acheter là. Mais là, après, quand les taux d'intérêt baissent, puis les prix montent, non, je veux pas acheter là. Il y a toujours quelque chose de... Fait que à un moment donné, il faut que tu fasses un achat réfléchi, raisonnable. Quand on analyse une propriété, on est capable de savoir si on rentre au bon point ou non. Puis après, sur plusieurs années, le marché fait son œuvre. Puis sans rentrer dans les pourcentages ou les détails exacts, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite correction dans le marché? Oui. Je pense que ce serait fou de dire non, les prix vont être maintenus, même augmentés. On a vécu des hausses épouvantables dans les 2 dernières années. Fait que c'est la logique, c'est qu'il y a une... C'est ça. La logique est qu'il y ait peut-être une petite correction, mais jamais aussi drastique que ce qu'on peut entendre. Puis, on en reçoit des nouvelles. Je pense qu'il faut juste doser un peu. Je dis ça. Je t'ai dit que j'avais pas la boule de cristal. Peut-être que ça va être ça, mais je serais quand même... Quand le monde attend, le moment où ils sont prêts, c'est déjà revenu. Fait que, je pense qu'il faut juste dédramatiser le facteur crash en termes de valeur. Je pense qu'on va être relativement stable, puis peut-être des petites corrections dans certains secteurs, mais sinon, on va bien se maintenir. Puis... Mais qui dit correction dit opportunité, fait pour les gens, fait que c'est le temps. C'est pas mal. C'est le temps d'acheter avec Kev Evans. Exact. Puis, dans quoi maintenant, les boys, vous êtes, je sais que vous êtes pédale au fond pour la business de l'immobilier puis votre agence. Est-ce que vous avez commencé à bâtir des courtiers qui maintenant sont dans votre équipe ou... Je connais pas assez ça. Oui, on en a. Puis, tu sais, ici, juste préciser, mettons, on a une petite équipe, ce que j'ai fait à l'époque. Non, c'est bon. On a une petite équipe. On n'est pas dans une agence où on peut avoir des grosses équipes. Ça n'a jamais été notre but non plus, mais vu qu'on est dans l'autre gamme, le service client personnalisé est vraiment important. On ne pourrait pas avoir une équipe de genre 15 personnes. Puis, c'est pas notre souhait non plus. On veut que. On est 4 plus Andréane, qui est notre adjointe. On veut être tout le monde performant. On veut donner le même service à tous nos clients. Fait que on ne pourrait pas se ramasser. Ça dilue un peu le... Fait qu'on est 4. On est nous deux courtiers, puis Andréane qui s'occupe de l'administration. Mais ça nous permet justement, on parlait tantôt de famille, ça nous permet, il y a certaines... On est là... De vivre. Exact. Nos clients nous connaissent tous, on n'est pas délégués. Et eux aussi. Vice-versa, ça permet d'alléger l'horaire pour tout le monde, puis que tout le monde ait une bonne structure. Ça fait plusieurs années qu'on est 5, puis... On aime vraiment ça comme ça. Puis dans quoi vous êtes investi maintenant? Vous n'êtes pas obligé de parler, mais est-ce que vous investissez vous-même dans l'immobilier? Oui, ben, on parlait... Au fil du temps. C'est un super beau domaine, l'immobilier, mais je pense que, comme n'importe quoi, c'est le fun de pouvoir diversifier, c'est le fun de pouvoir contrer les fluctuations de marché. Si le marché, justement, immobilier... la cadence de transaction diminue hors de ton contrôle. Oui, tu vas mettre de l'effort, mais si tu as d'autres beaux placements, je pense que c'est ça qui nous a amené à dire dans quoi on pourrait investir. Personnellement, un des premiers moves que j'ai fait, c'est un achat d'immeuble, 6 logements. Ça fait quand même un certain temps, mais on a continué à en faire. Kev a investi de son côté. Puis souvent, on s'échange sur y a-tu un bon move que tu as vu ou que tu t'apprêtes à faire? Puis on parlait de ça tantôt, comment vous avez évolué. Puis on s'en parle quand même assez souvent. Puis on a investi ensemble dans plusieurs immeubles maintenant. Là, on a acheté une couple dans les dernières années. Ouais, fait qu'on est diversifié entre pas mal la bourse puis les immeubles. Puis on se challengeait tout le temps, mais même affaire, tantôt on parlait de dépenses. Au début, quand on regardait les charges, il m'appelait et disait on est les deux seuls qu'on connaît notre réalité, on fait exactement la même argent. Ça a-tu de l'allure, ça? Ça, c'est ce que j'ai toujours trouvé le plus tough. Tu te mets à faire un peu de sous, peu importe ce qui est le montant, puis à un moment donné, quand tu n'as pas été quand tu pas été là-dedans, c'est dur de savoir qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis, je veux dire, il n'y a pas une ligne droite. Ça varie pour chacun, mais de savoir c'est quand que tu dépenses trop. Ou que tu pourrais te permettre d'en dépenser plus, on essaie de trouver le sweet spot. D'en garder puis d'investir, je pense que c'est vraiment un bon move. Puis quand le marché c'est cyclique aussi, ça ne va pas toujours des années de folie. C'est le fun de ne pas avoir la pression financière. Je trouve que tu travailles plus à tête tranquille. Puis moi, j'ai trouvé ça majeur dans ma vie puis dans la pression que j'avais sur ma business de moins avoir besoin du prochain chèque. De travailler avec la tête tranquille là-dessus. Tu fais tes efforts pour que ça fonctionne bien, mais c'est pas la fin du monde. Parce que tu le fais au début, tu travailles, tu te mets énormément de pression, tu te dis il faut que l'argent rentre. Ça, je parle en début de carrière, puis c'est normal. Mais c'est le fun que ça soit pas comme ça à longueur d'année. Parce que là, à un moment donné, tu te dis pourquoi je fais tout ça.
C'est le fun de... Ben ouais, 100%. Puis qu'est-ce qui est next pour Kev puis Vince? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire sur quoi que vous travaillez ou qu'est-ce qui est next pour votre... votre... un deuxième bébé? Ouais. Justine? Moi 3, non. C'est pas pour l'instant. Dans l'immobilier, est-ce que vous travaillez sur quelque chose qui est excitant? Est-ce que vous... Tu sais, what's next pour vous dans les prochaines années, les boys, avec tout le succès? Ouais. On le sait, frapper le milliard cette année de transactions. Puis après ça, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez? Ben, je pense que c'est notre côté courtage, disons, maison haut de gamme, on est assez stable là-dessus. On fait du fine-tuning pour donner un meilleur service puis tout ça, mais on aime pas mal notre formule en ce moment. Là, je te dirais, ce qu'on discute beaucoup là, depuis les dernières années, quand nous, on a commencé à acheter de l'immobilier, mais par la bande aussi, nos clients qui ont des propriétés de luxe, qui ont d'autres actifs, puis ils ont souvent de l'immobilier. On a une demande pour ces services-là, pour les transactions, aussi pour des achats. Fait que je pense que l'immobilier, le multilogement, ça va pas mal être notre autre focus. Là. On veut grandir là-dedans, acheter plus d'immeubles et servir plus de clients là, dans des achats puis des ventes. On en a fait plusieurs, mais on veut vraiment pousser ça dans les prochaines années. Là. Ben, c'est ça. Au courant de l'année, je pense qu'on travaille fort là-dessus, mais la division commerciale, on va vraiment la pousser puis l'offrir à nos clients. On est dédié au résidentiel, mais c'est vraiment juste de pouvoir rentrer une nouvelle branche. Puis c'est un domaine dans lequel on est déjà, nous, actifs. Je veux dire, c'est juste une passion qui se continue dans le commercial, de pouvoir l'offrir à nos clients. Fait que c'est ça qui s'en vient. On travaille là-dessus. Puis, on connaît la réalité d'un propriétaire. Puis, en ce moment, je dis ça, mais c'est plus Vincent qui s'occupe de nos immeubles. J'étais un peu passif. J'ai mon petit plan de match en tête. Je vais y annoncer après. Je vois les messages textes passer. Ben, on est quand même dans une bonne position. Puis ça, je trouve aussi, au début, tu vends des maisons, tu n'en as jamais eu. Tu ne comprends pas le stress puis tout ce qui vient avec ça. Puis c'est normal, là, tu ne commences pas dans la vie avec une propriété nécessairement, mais je trouve que là, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des immeubles à revenus, ben, je trouve qu'on a une belle expérience aussi à apporter à des clients qui veulent soit se lancer là-dedans ou agrandir leur parc. On parle le même langage, puis ça, c'est un bon atout, je pense. Wow. Je finis en vous demandant, les boys, je le demande à mes guests, décrivez pour vous le hype dans votre business. C'est quoi le hype pour vous dans votre business? C'est comment vous faites pour créer du hype alentour de Kev puis Vince, de me définir le hype, selon vous? Nous, il est quand même relativement facile parce que reste que les maisons, c'est du hype. Je dis ça, c'est ça. Je dis ça des fois, puis sans dénigrer d'autres professions, mais si on vendait, exemple, des assurances invalidité, j'aurais un peu plus à me creuser la tête sur nos posts puis nos publications sur les médias sociaux. Là, puis en plus, on vend des belles maisons. Fait que je te dirais que nous, on met vraiment l'accent là-dessus. Quand on fait des grosses ventes, des ventes records, quand on a des nouveautés. Même, on a vendu un thé chalet cet été. Le malade bord de l'eau, vous avez fait une super belle terrasse. On s'entend, je l'ai mis à vendre, mais c'est toi qui l'as acheté, c'est toi qui l'as rénové. Puis nous, on rentre ça dans nos réseaux, puis là, ça lève, puis ça nous amène de l'attention. Puis, fait que je pense que notre focus, il est vraiment là-dessus. Puis ça a toujours été à date une recette gagnante. Donc, merci aux propriétaires de la maison. Ben, d'ailleurs, ça, on n'a même pas... Mais merci, sérieux, tu nous fais confiance depuis des années. Non, c'est gentil, mais tu sais, c'est ça. Mais de pouvoir répéter cette expérience-là, puis on n'a pas fait juste une transaction ensemble. Merci de ça fait de plaisir. Faire confiance. Puis il y en a des multilogements qui s'en viennent. Ouais, c'est ça. Je veux inciter les boys, je veux finir en vous honorant. Merci beaucoup de votre temps. Je veux vous honorer pour votre temps puis le temps que vous avez mis avec moi aujourd'hui. Puis deuxièmement, je veux vous honorer parce que des reels comme vous, il n'y en a pas beaucoup dans le marché. Puis je ne dis pas juste dans le marché immobilier, mais dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vous invite à découvrir puis à suivre Vincent et Kev parce que honnêtement, les gars, vous êtes sharp, vous avez les valeurs à la bonne place, vous êtes du bon monde, vous êtes du monde le fun, famille, amis, valeurs à l'infini. Fait que merci à tout le monde. Droppez un commentaire si vous avez aimé le podcast aujourd'hui. Puis qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le podcast? Il y en a eu des vraiment bonnes aujourd'hui. Merci à Kev et à Vince. J'ai déjà hâte de vous revoir quand vous allez frapper 10 milliards de transactions. Merci les boys. Ciao. Ciao.